encore en train de regarder la télé, mais t'arrêtes pas. Oui, je regarde les infos. Les infos. C'est un dessin animé. Quoi? C'est très proche de la réalité. Tu sais, les calottes glaciaires au niveau des pôles, elles fondent vraiment. Attends. Mais grâce à la science du climat, on le sait depuis des années. Et ça a toujours stimulé l'imagination des artistes. Et les variations du climat, on n'en trouve pas seulement à notre époque. Bah ouais. Bon. Le cinéma s'est beaucoup intéressé au climat. Mais si maintenant on se tourne vers les histoires du passé, on trouve par exemple celle d'Éric le Rouge, qui au Xe siècle fonde une colonie de vikings au Groenland. Groenland en anglais se dit Greenland, le pays vert. Un mot qui a gardé la trace d'une époque un peu plus chaude qu'aujourd'hui, connue sous le nom de réchauffement médiéval. Plus tard, les tableaux de Bruegel au XVIe siècle nous montrent des scènes frappantes, des lacs et des fleuves gelés qui sont monnaie courante en ce temps. En 1694, le Rhône est pris dans les glaces. Ce tableau représente une lagune vénitienne gelée. Cet autre montre la débâcle de Napoléon dans une Russie de glace. En effet, du XIVe au XIXe siècle a lieu le petit âge glaciaire, une période qui, comme son nom l'indique, connaît un refroidissement généralisé. Retour à notre époque. Sur les 100 dernières années, le thermomètre s'est élevé de 3/4 de degré. Une variation rapide qu'on ne peut pas expliquer par des causes naturelles. En 2001 et 2007, le GIEC, le groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat, publie des rapports alarmants sur l'évolution climatique. Pour l'instant, la gamme des possibles, c'est un réchauffement qui serait de l'ordre de 1,5 degré à 4 degrés d'ici à 2100. Et là, c'est quelque chose qui est tout à fait considérable. Même 2 degrés de réchauffement en 100 ans, c'est quelque chose qui est extrêmement rapide. Quand on regarde par rapport à l'histoire du climat, c'est de l'ordre de 100 fois plus rapide au niveau de l'ensemble de la planète que les grands bouleversements naturels comme les glaciations, par exemple. Elle est dure comme de la pierre, cette baguette. C'est vrai que sur un siècle, on peut connaître de gros changements. Mais on a vu que les derniers siècles ont déjà connu pas mal d'évolutions. Attends, c'est pas tout. Le climat est une machine à plusieurs vitesses. Il varie aussi sur des périodes encore plus longues. Regarde, tu vas voir. C'est la tectonique des plaques qui permet progressivement aux montagnes de s'élever, piégeant ainsi les nuages. Les nuages se mettent à déverser de la pluie qui altère chimiquement les roches en réagissant avec le gaz carbonique. L'atmosphère s'en trouve lentement modifiée. Le climat est influencé par la position de la Terre vis-à-vis du Soleil. De même, l'angle de rotation de la Terre sur son axe évolue de quelques degrés. Ces positions influent sur le caractère plus ou moins chaud des saisons, on leur doit notamment les grandes glaciations qu'a connues la planète. L'océan n'est qu'une fine pellicule de 3,8 km d'épaisseur, mais il recouvre plus des 2/3 du globe. Il reçoit l'essentiel du rayonnement solaire et le véhicule en circulant entre les continents. Le flot mondial fait un tour complet en 1000 ans environ. Dans l'Atlantique, le courant qu'on appelle Gulf Stream permet à la France d'avoir un climat tempéré bien plus clément que le Québec, pourtant situé à la même latitude. Les volcans rejettent beaucoup de cendres qui se répandent dans l'atmosphère. Elles y restent un certain temps et en réfléchissant le rayonnement solaire, elles abaissent la température. Ainsi, l'éruption du Pinatubo en 1991 a contribué à rafraîchir légèrement le climat. Un volcanisme intensif pourrait bien être aussi la cause de la disparition des dinosaures.
Tu sais, À l'échelle d'un siècle, ce qui joue un rôle important, c'est l'atmosphère. En fait, l'atmosphère, c'est un bouclier gazeux d'une centaine de kilomètres d'épaisseur. Et il est retenu près du sol grâce à la gravité. Oui, ça se passe un peu comme ça. Regarde. Ça représente la couche atmosphérique. Elle retient une partie de la chaleur des rayons du soleil qui sont renvoyés par la Terre. C'est comme la vapeur d'eau retenue sous la cloche. En l'absence d'atmosphère, les rayons du soleil repartiraient dans l'espace et il ferait extrêmement froid, environ moins 18 degrés. C'est ce qu'on appelle l'effet de serre. Et c'est Joseph Fourier, en 1824, qui y a pensé le premier. T'imagines ? D'ailleurs, l'effet de serre n'est pas mauvais en soi. C'est un phénomène tout ce qu'il y a de plus naturel. Attends, je vais voir dans mon télescope. On retrouve l'effet de serre sur la plupart des planètes. Sur Vénus, il règne une température de 460 degrés, soit 60 degrés de plus que sur Mercure, qui est pourtant 2 fois plus proche du Soleil. Cette chaleur extrême est due à un formidable effet de serre causé par une atmosphère très dense, presque entièrement composée de gaz carbonique. A l'inverse, Mars ne bénéficie d'un effet de serre que fort modeste et il n'y fait que moins 55 degrés. L'effet de serre fait aussi partie du fonctionnement naturel de la Terre, où la température s'est stabilisée au cours des âges à 15 degrés en moyenne. Mais alors, qu'est-ce qui a donc changé de ce côté-ci du système solaire ? Notre planète a une atmosphère qui est constituée d'un certain nombre de gaz. Et parmi ces gaz présents à l'état de trace, on trouve par exemple de la vapeur d'eau, du dioxyde de carbone, du méthane. Et ce sont des gaz qui sont présents en très petite quantité finalement, mais qui ont la capacité de piéger le rayonnement thermique, qu'on appelle le rayonnement infrarouge, de la planète. Donc l'effet de serre, quelque part naturel, et c'est ce qui a permis la vie sur Terre. Et puis aujourd'hui, la situation elle est un petit peu particulière, puisque nous, les humains, on joue le rôle d'une force géologique, en allant chercher depuis 2-3 siècles du charbon, du pétrole, du gaz, et en le brûlant pour fournir l'énergie pour 6,5 milliards d'humains aujourd'hui. Et puis aussi à travers une déforestation accélérée, on contribue à modifier la composition de l'atmosphère. Ce dioxyde de carbone qu'on met dans l'atmosphère, on a de la chance. On en a à peu près la moitié qui est repris par la végétation, ça fertilise certaines plantes, et puis par l'océan. L'océan qui contient du dioxyde de carbone, qui devient d'ailleurs plus acide. L'autre moitié reste dans l'atmosphère et elle va y rester très longtemps. Elle va y rester bien plus de 100 ans en fait. Vous voyagez aujourd'hui en voiture, vous émettez des gaz à effet de serre, vous en avez peut-être 30% qui seront encore là dans 10 000 ans. Donc c'est pour donner un ordre de grandeur de la perturbation qu'on est en train de faire. Elle aura des conséquences pendant très longtemps parce qu'aujourd'hui, on n'a aucune technique pour aller le récupérer, ce dioxyde de carbone qu'on a mis dans l'atmosphère. Mais qu'est-ce que tu vas faire avec un truc pareil ? C'est un trou. Parce que pour comprendre le climat d'aujourd'hui, il faut retourner dans le passé. Et des archives, il y en a juste sous nos pieds, dans la glace polaire. Tu veux faire des trous ? Bon, bah, comme tu veux. Mais va les faire un peu plus loin, s'il te plaît. Là-bas. Merci.
Des trous, il ne faut pas craindre d'en creuser dans des endroits particulièrement reculés afin d'enquêter sur le climat. Par exemple ici en Antarctique, une région très sensible au changement climatique, on extrait des carottes de glace riches en informations. Lorsqu'on creuse les calottes glaciaires, donc qui sont des masses de glace énormes, qui sont sur le Groenland et l'Antarctique, donc qui font quelques kilomètres, on arrive par l'analyse de ces calottes glaciaires, notamment des bulles d'air emprisonnées dans la glace, à reconstituer la composition de l'atmosphère qui régnait il y a jusqu'à plusieurs centaines de milliers d'années. Et même l'évolution de la température de cette atmosphère sur cette même période. Autres outils qu'affectionnent les scientifiques, les ballons-sondes. En septembre prochain, l'Antarctique verra le lancement de 18 de ces ballons high-tech. L'intérêt de ces instruments est qu'ils évoluent dans l'atmosphère en suivant les masses d'air au gré du vent. Ils fournissent des mesures de l'humidité, de la température ou encore de la vitesse du vent. D'autres instruments, placés encore plus haut, ont révolutionné la compréhension du climat. Il s'agit des satellites qui, depuis une trentaine d'années, donnent un aperçu global des phénomènes climatiques. Ils mesurent ainsi tous les jours la température en tout point de l'océan. Ils suivent aussi quotidiennement l'évolution des glaces flottantes. On sait maintenant que le niveau des océans s'élève de 3 mm par an depuis 1993, depuis que c'est mesuré par le satellite TOPEX, donc qui nous produit des données jour après jour depuis 1993. Actuellement, nous sommes sur le toit de l'université du jeu, le satellite spectromètre qui permet de mesurer la quantité de jaune dans l'atmosphère. Et puis il y a aussi d'autres instruments, comme l'aénomètre qui permet de mesurer la vitesse du vent. On en a partout à peu près. Des stations météorologiques, on en trouve aussi. Ce que la données de pression, de température, de vitesse de vent, et aussi des molécules qui sont dans l'atmosphère, comme le jaune, le méthane, le dioxyde de carbone et la vapeur d'eau aussi. Et qu'on a déjà dans les modèles climatiques qu'on utilise pour prédire l'évolution du climat dans les temps à venir. Un modèle climatique, c'est un programme informatique qui représente les océans et les airs sous forme d'un maillage en 3 dimensions. Chaque cellule de cet échafaudage constitue un volume de 200 km de côté. Notre atmosphère virtuelle, donc, qui fonctionne sur des ordinateurs, et notre océan virtuel donc, également, s'appuie sur un découpage de la planète en de nombreux petits cubes. Et dans chaque cube, on doit résoudre les équations de la dynamique des fluides, donc transporter aussi de la chaleur, étudier l'évolution de la pression. Ça fait de nombreuses équations à résoudre sur de nombreux cubes. Aujourd'hui, il faut 800 000 de ces cubes pour constituer une maquette du climat. Et ce sont les ordinateurs les plus puissants qui soient, des supercalculateurs, qui font tourner les modèles pour en sortir des prévisions. Et bien voilà, ça c'était le supercalculateur il y a une vingtaine d'années. L'équivalent d'un bon PC d'aujourd'hui, à peu près. Et maintenant, un supercalculateur, c'est à peu près 20 000 fois plus puissant. Et ça ressemble à cette machine. Ici, ces grandes armoires, donc l'équivalent d'à peu près 20 000 PC. Donc, pourquoi cette puissance de calcul? Pour faire tourner nos modèles de prévision, des modèles qui, grâce à ces capacités techniques qui ont été multipliées par un facteur énorme, on peut faire tourner des modèles de plus en plus compliqués, de plus en plus précis et éventuellement à des plus grandes échéances. Il n'existe dans le monde qu'une vingtaine de modèles climatiques créés par les organismes de recherche. En France, 2 modèles sont couramment utilisés.
Mais lorsqu'on construit un modèle, comment s'assurer que les prévisions qu'il donne sont réalistes? Quand tu fais un modèle climatique, on vérifie d'abord si les reconstitutions dans le passé. C'est-à-dire, on a fait depuis 40 ans, 50 ans, pas mal de mesures. Donc, chaque fois qu'on fait un nouveau modèle, on vérifie dans le passé si les représentants bien la même chose, si les représentants bien la même chose, avant de continuer à faire le futur. Je prédis ce qui va se passer dans 50 ans, dans 100 ans. Avec les modèles, les chercheurs se sont donné pour objet d'étude la planète elle-même. Ils la tiennent au creux de leurs mains, ils font varier la façon dont circule la chaleur, les caractéristiques des courants marins. Pourtant, la planète virtuelle ainsi recréée est loin d'être parfaite. Actuellement, le supercalculateur, on a réussi à modéliser des systèmes climatiques très complexes pour des supercalculateurs. Mais le problème, c'est qu'on a atteint la limite de performance. Même si on a de nouveaux supercalculateurs qui veulent arriver, on n'arrivera jamais à avoir une résolution la plus petite possible. Sinon, ça va prendre un temps énorme pour calculer tout ça. Certains phénomènes pourtant banals restent par ailleurs très complexes à modéliser, notamment les nuages et les précipitations. C'est pour moi? Oh, alors ça, c'est gentil. Surtout que dans le coin, on n'en voit pas souvent. Ben, à vrai dire, c'est pas vraiment pour toi. Tu sais, forer la glace, c'est trop fatigant, j'ai laissé tomber. Je préfère étudier les pollens. Tu sais, le truc qui fait éternuer. Bah, si tu veux analyser le climat passé, c'est pas des pollens frais qu'il faut aller chercher, c'est des pollens plus anciens. Ceux qu'on retrouve dans le sol, c'est ceux-là qui te renseigneront. Arrête de souffler comme ça. Tu rejettes trop de CO2. Le principal gaz à effet de serre incriminé dans le réchauffement climatique est sans conteste le dioxyde de carbone. C'est lui que le monde s'est mis à comptabiliser, mesurer, débusquer dans la moindre activité humaine. Si on a un jour décidé d'évaluer l'alimentation en calories, eh bien désormais l'activité des hommes se mesure en carbone. Chaque objet que nous utilisons a nécessité pour sa production l'émission d'une certaine quantité de CO2. Chaque trajet que nous effectuons implique aussi un plus ou moins grand dégagement de ce gaz. Au niveau mondial, la moyenne de rejet de gaz à effet de serre, c'est de l'ordre de 4 tonnes de dioxyde de carbone par personne et par an. Mais cette moyenne, elle reflète des situations très contrastées. Un Français en moyenne, c'est plutôt de l'ordre de 7 tonnes, un Européen de 9, un Américain de 18, un Indien, 1 tonne. Donc ça montre à quel point, finalement, les stratégies ne sont pas les mêmes pour les pays qui utilisent le plus d'énergie fossile et ceux qui en utilisent le moins. Et puis surtout, le chiffre important, c'est ce que la planète peut, entre guillemets, digérer. Et ramené à la population actuelle, c'est de l'ordre de 1,5 tonne par personne et par an. En 1997, le protocole de Kyoto a fixé à horizon 2012 des objectifs chiffrés pour les pays développés. Ils doivent réduire de 5% leurs émissions de gaz à effet de serre par rapport à l'année 1990. Grand handicap, l'un des plus gros émetteurs de la planète, les États-Unis, n'a pas ratifié le protocole. Quant aux pays émergents, ils ont refusé tout objectif chiffré. Ils considèrent que l'excès de gaz à effet de serre est essentiellement dû aux pays industrialisés et qu'un tel objectif serait une entrave à leur développement. Alors si on fait un petit tour d'horizon, l'Union européenne des 27 va probablement réussir à peu près à rentrer dans ces objectifs de Kyoto. Le Canada certainement pas, l'Australie non plus, et le Japon c'est très incertain. Regarde, notre déjeuner est servi. C'est pas avec ça qu'on va se remplir l'estomac, hein. Oui, eh bien, en tout cas, ce poisson a coûté moins de CO2
que si on l'avait fait venir de loin par bateau. C'est bien, c'est bien. Allez, continue à préserver le climat. Vas-y, pêche, pêche, vas-y. Bah ouais, ouais. Parce qu'en 2100, les paysages pourraient bien avoir une autre allure. Eh ouais. Alors le climat en 2100, il va dépendre de nous. Il va dépendre de la quantité de gaz à effet de serre qu'on va émettre. Donc les scénarios optimistes nous donnent un changement de température donc qui est malgré tout un réchauffement autour de 1 à 2 degrés dans le meilleur des cas d'ici à 2100. Et dans le pire des cas, on a une augmentation de température qui pourrait atteindre 5 à 6 degrés de réchauffement en moyenne sur la planète. La plupart des petits glaciers qui auront certainement fondu, l'océan qui se sera réchauffé, qui se sera dilaté, une partie probablement du Groenland et de l'Antarctique de l'Ouest qui aura aussi perdu de la glace. Aussi, une fois que la glace fond, l'échange entre le Soleil et la Terre va changer parce que la partie jusqu'à présent, elle s'est fait demi-heure. C'est qu'elle est renvoyée tout de suite dans l'atmosphère, l'énergie du Soleil. Tandis que là, si elle fond, le Soleil va réchauffer plus la mer. Donc, il va y avoir un peu plus de neige, c'est-à-dire plus la partie fond, il y aura de la réflexion de la lumière, enfin de l'atmosphère, plus la partie viendra. Le niveau des mers sera probablement plus élevé, de l'ordre de 20 à 80 cm. Peut-être un peu plus parce qu'on sait encore très mal prévoir à quelle vitesse les calottes polaires peuvent contribuer à cette montée du niveau des mers. Avec des conséquences économiques pour toutes nos infrastructures portuaires, pour toutes les communes du littoral, et surtout pour les gens qui sont dans les pays les plus plats, donc qui seront directement touchés par cette montée du niveau des mers et qui devront bouger. On n'a pas une société aujourd'hui qui est prête à accueillir beaucoup de migrations. Toutes les régions du globe ne sont pas logées à la même enseigne. C'est-à-dire que les régions qui actuellement reçoivent déjà beaucoup de précipitations en recevront encore plus. Et les régions qui ont tendance à être relativement sèches devraient encore devenir un petit peu plus arides. Pour la France, ça veut dire par exemple des hivers plutôt plus doux et plus humides au nord, des étés plus secs partout, des hivers froids très rares, des étés chauds de plus en plus fréquents. Pour ceux qui se souviennent et qui ont parfois beaucoup souffert de la canicule de 2003, on estime qu'un été normal à la fin du XXIe siècle, ce serait un été qui ressemblerait beaucoup à l'été 2003. Canicule prolongée, cyclone, tempête. Ce qu'il faut tout de suite préciser pour les cyclones, c'est qu'il semblerait que les cyclones les plus violents seraient encore plus violents dans le contexte d'un climat plus chaud, mais en fait on ne peut pas dire que les cyclones seraient plus nombreux. En raison du réchauffement, un grand nombre d'espèces est amené à se déplacer et à s'adapter, et ce à une vitesse inhabituelle. Des récifs coralliens aux ours polaires, la perturbation des chaînes alimentaires va contribuer à accélérer la perte de biodiversité. Donc si on veut résoudre le problème du climat, il n'y a pas de solution autre que d'arriver à des accords où chaque pays s'engage dans un effort concerté à limiter ses émissions de gaz à effet de serre. C'est obligatoire. Si on ne fait pas ça, on n'y arrivera pas. Parce que s'il n'y a pas un sens commun, un objectif commun, les efforts individuels seront noyés. Il y a encore des incertitudes. Les émissions de gaz à effet de serre continuent à augmenter. Ce qu'il faudrait, c'est peut-être que l'ensemble des nations acceptent de tout mettre en œuvre pour les réduire. Eh bien justement, à la fin de l'année, il va y avoir la conférence de Copenhague. Et là, normalement, les pays devraient prendre de nouveaux engagements. Jusqu'à présent, c'était plutôt l'Europe qui montrait la voie. Les États-Unis, qui ont changé de gouvernement, semblent prêts à faire des efforts. Mais il faut aussi inciter la Chine à en faire autant. Et sinon, nous deux, qu'est-ce qu'on fait ?
Qu'est-ce que t'en penses?